Move Africa, un monde nouveau vous appelle. La vie serait belle si elle était un long fleuve tranquille. Des événements surviennent et bouleversent totalement le cours de nos vies. Et c'est là que le mot solidarité prend tout son sens. Vous suivez C'est midi sur RTI1. Bienvenue dans la télé utile. À l'affiche de ce numéro, le thème suivant. Ne pouvons plus prendre en charge les 7 orphelins de son défunt frère. Afoué espère l'aide des autorités. Je suis Laurent Montier et j'ai le privilège d'être accompagné tout au long de cette émission par le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Bienvenue dans la télé utile et vous avez raison de rester avec nous pour faire le plein de joie parce que tout simplement, c'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Merci chaleureux public, c'est midi, c'est maintenant. Tous les lundis, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, pour faire le plein de joie, pour rester positif et donner de la force à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. J'ai le privilège, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être accompagné par le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau, mais spécifiquement, aujourd'hui, à ma droite, j'ai le coin des ministères. Parce qu'on a le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau, on a aussi la représentante du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant que je vous demande d'ovationner, cher public. Et nous souhaitons également la bienvenue à nos deux invités du jour. Donc, il s'agit de Kwasi Afoué-Thérèse et Kwasi Akissi-Rose, que je vous demande également d'ovationner, cher public. Comme vous le savez, tous les lundis, C'est midi s'occupe de vous. Et aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à cette règle, nous allons nous occuper de vous. Mais avant, permettez-moi de demander des nouvelles de notre cher représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau, Dr Philo. Je ne sais pas si on doit vous appeler Dr Philo ou... Monsieur Zokou, tout simplement. Exactement, c'est comme ça que c'est mieux. Comment vous allez aujourd'hui? Comment se sent un lundi quand on est représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau? Au nom de Monsieur le ministre, au nom du gouvernement, je voudrais remercier votre public, je voudrais remercier. Je suis tombé sous le charme de votre diction. Vous avez une diction parfaite. Alors, vous me présentez une collègue qui est à côté de moi, mais les Ivoiriens doivent savoir que le ministère de l'Ivoirien Nouveau, le ministre réside à Toronto, en Italie, tout le monde connaît. Et donc, nous intervenons dans tous les ministères. C'est vrai que c'est une collègue, mais nous sommes un peu au-dessus de tous les... Même dans le sport, nous intervenons. Et ce week-end, nous avons interpellé le ministre des Sports pour que nos éléphants jouent dans de meilleures conditions. À Lesotho, nous avons proposé que désormais les éléphants jouent avec des casques. Est-ce que vous avez suivi le match quand cette dame... Oh, allez, et ça, durant tout un match, c'est ce bruit qui a embrouillé nos joueurs, nous n'avons pas embarqué. Nous avons déploré également la présence de Makosso au stade la dernière fois parce que ni vu, un but, ni vu. Et on ne veut plus voir ça. Nous intervenons. D'accord, c'est bien noté. En tout cas, nous saluons votre présence, madame. Docteur Kwame Honoré, pardon. Donc, vous êtes directrice de la promotion de la famille au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant que vous représentez aujourd'hui sur le plateau. Bienvenue. Merci. Alors, comment vous allez, tout simplement? Très bien. Comment vont les activités au niveau du ministère? Très bien également. Je voudrais vous dire merci de nous donner l'opportunité d'être sur ce plateau pour représenter madame la ministre, madame Nassene Batouré, au nom du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Très bien, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir et je remercie votre promptitude. À chaque fois que vous avez été sollicité, vous avez toujours répondu présent pour le grand bien des Ivoiriens et nous vous en remercions. Avec votre permission, nous allons recevoir notre premier invité surprise, monsieur le représentant du ministre de l'Ivoirien Nouveau. Il s'agit de madame Lagnon Fidèle Koné que je vous demande d'ovationner, s'il vous plaît.
Alors, bienvenue, Madame Lagnon Fidèle-Koné. Donc, vous êtes directrice de Poro Production. Oui. Et donc, vous avez un festival des arts du handball Ambar pour prévu les 16 et 19 juin, c'est cela? Ah oui, c'est cela. Alors, je suis, comme vous l'avez dit, Lagnon Fidèle-Koné, directrice générale de Poro Production, qui est une structure de production audiovisuelle et de promotion culturelle nationale. Dans le cadre de ces productions culturelles, nous avons initié Ambar Festival, qui est le festival de développement des arts et cultures des peuples du Ambolo, qui aura lieu du 16 au 19 juin à Katiola. À Kassola. À Katiola. À Katiola. Oui, à Katiola. Et ce festival, il a une grande particularité. D'abord, il permet à tous les peuples du Ambol de se retrouver, d'être réunifiés. Et aussi, il va permettre à toute la culture du Ambol d'être connue et surtout de pouvoir bien la maîtriser. D'accord. Et alors, il y a deux volets. Il y a le volet scolaire et il y a le volet extrascolaire. Les disciplines, c'est le théâtre, c'est les chants, contes, et aussi l'artisanat. Il y a aussi le cinéma, le sport. Mais au niveau de la santé, nous sommes accompagnés par une structure qui est une ONG internationale qui va venir dépister et surtout sensibiliser toute la population du Ambol et va faire le tour des 3 districts sanitaires, celui de Katiola, de Dabakala et de Niakara. Et dans nos communications, nous avons été approchés par nos frères du Ghana. C'est-à-dire qu'il y a des Tagbanans, des descendants du Ambol au Ghana qui seront là avec nous à partir du 15. D'accord, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, vous souhaitons un très bon festival. Merci. Et j'espère que le public répondra nombreux et massif à votre appel. Oui, nous attendons tout le monde, toutes les filles et les fils du handball. Venez nombreusement et ce festival est le nôtre. Merci. Super, nous disons vive le handball. Et nous raccompagnons notre invité sous les chaleureux applaudissements du public. Merci beaucoup. Et je vous propose tout de suite de découvrir l'histoire de nos invités à travers cet élément préparé par Raymond Hadji et la voix d'Espérance Kouakou. Que faire quand on est sans emploi, exposé aux intempéries de la galère et qu'on a à charge 7 orphelins? Depuis plus d'1 an, Afoué Thérèse est pourtant confrontée à cette situation impénétrable. Suite au décès de son frère, qu'elle explique par un empoisonnement de ses proches, c'est à elle qu'échoue la prise en charge des enfants laissés par ce dernier. Ils sont jeunes, vulnérables et leur mère n'est pas en mesure de les assumer, d'autant plus qu'ils doivent poursuivre leurs études. Désespérée, elle vient ce lundi sur le plateau de C'est Midi faire des confidences saisissantes sur le drame qu'elle vit. Son espoir, bénéficier de l'aide des autorités compétentes. Laurent Monti, à vous l'antenne. Voilà, bienvenue à nouveau sur le plateau de C'est Midi. Je rappelle le thème du jour. Ne pouvons plus continuer à prendre en charge les 7 orphelins de son frère défunt. Afoué espère l'aide des autorités. Donc notre invité du jour, comme je l'ai dit, se nomme Kwasi Afoué Thérèse. Vous êtes commerçante et vous vivez dans la commune de Cocody, précisément dans le quartier d'Angré. C'est bien cela. Donc, suite au décès de votre frère, vous avez à charge des 7 enfants, de ces 7 orphelins, et vous êtes désespéré, vous êtes essoufflé financièrement et vous espérez avoir l'aide des autorités, c'est bien cela. Alors, on va peut-être commencer par le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a conduit à ce drame? Donc, je rappelle que c'est votre belle-sœur qui est là présente, donc c'est Akissi Rose. Et donc, qu'est-ce qui a conduit à ce drame? Comment ça s'est passé? Bon, je commence par le jour de son départ, le décès. Pas forcément les détails, on veut savoir qu'est-ce qui... donc, vous viviez avec votre mari, vous avez eu 7 enfants, et ensuite, c'est suite au décès de ce dernier que vous avez pris en charge la famille, c'est bien cela? Bon, depuis longtemps. Le champ même qu'il a, c'est pas grand. Après... Donc, il était cultivateur? Oui. D'accord. Et dans quelle localité? Ndoussi. D'accord. Ndoussi, dans un petit village de 7 Il cultivait quoi? Ndoussi. D'accord. Qu'est-ce qu'il cultivait? Cacao. Du cacao, d'accord. Cacao. Bon, quand il finit, c'est 2 sacs ou bien 1,5 sac. Donc, il n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Les enfants, la mère, et lui-même, sa maman même était aussi à côté. D'accord. C'est votre frère, hein, c'est bien cela? Mon frère, mon demi-frère. D'accord, votre demi-frère. Même père, mais pas même mère. D'accord. OK. Donc, il n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Vous avez toujours été proche, vous l'avez toujours soutenu depuis, vous avez été élevés ensemble? Oui. D'accord. Donc, le terrain sur lequel il se trouve,
c'est mon terrain. D'accord. J'étais avec les villageois, j'ai mes papiers même qui est avec moi. Donc je lui ai dit, bon, tu te débrouilles là. Donc il a construit la maison, les maisons terre, la boue. Donc il a construit ça, la cuisine, pas de toilettes, pas de rien. Donc chaque fois, je viens à l'aide. Les enfants sont malades, ils m'appellent, je descends là-bas. Et lui-même, madame aussi, même chose. Bien sûr, je suis à les petits soins. Quand le café aussi, quand il finit de vendre, il n'y a pas assez d'argent. Ça ne peut pas l'aider aussi à pousser les enfants à l'école. Je suis aussi, je la mets aussi dedans. D'accord. Donc, ils ont 7 enfants. Ils ont le plus grand à quel âge et le plus petit à quel âge? 20 ans. Le plus grand Le dernier a 2 ans. D'accord. Et madame donc, Akissi-Rose, vous-même, vous exercez une activité ou vous êtes femme au foyer? Comment vous faites pour subvenir à vos besoins? C'est nous qui faisons le champ. Et puis, il a eu la mort. Il était empoisonné par ses amis. Alors, avant d'arriver à cet épisode, est-ce que vous travaillez dans le champ avec votre mari? Vous allez y travailler ensemble, c'est bien cela, madame? Oui, oui. D'accord. Et malgré ça, vous n'arriviez pas à subvenir à vos besoins? Oui, oui. D'accord. Je vais peut-être me retourner vers madame, docteur Honoré Kwame. Vous avez l'habitude d'avoir ce genre de cas au niveau du ministère? Effectivement, nous sommes sollicités au quotidien par les cas auxquels nous devons faire face. Et donc, ce cas n'est pas nouveau, je dirais. Nous en avons l'habitude. D'accord. Et quand c'est comme ça, excusez-moi avec votre permission, quand c'est comme ça, que vous le disiez, c'est des cas récurrents, quel conseil vous donnez à ces familles-là? Parce que nous, au niveau du ministère du Nouvel, nous sommes 7 enfants. Bon, on dit qu'on n'a pas le moyen, mais on continue de faire les enfants. Qu'est-ce que vous dites à ces familles-là? Nous faisons beaucoup de choses pour l'épanouissement des citoyens dans le cadre de la famille. Si je suis votre pensée, c'est par rapport au nombre d'enfants qu'il y a, vu les moyens insuffisants. D'abord, si nous avons l'information, c'est de faire la sensibilisation de cette famille à utiliser, à appliquer le planning familial, en fait. Parce qu'on ne peut pas faire autant d'enfants sans avoir les moyens de s'en occuper. Pardonnez-moi, docteur Honoré Kwame, mais comment aujourd'hui faire pour vulgariser le planning familial, que ça soit quelque chose, que ça soit un réflexe, justement, de se dire que lorsqu'on n'a pas assez de moyens, on doit quand même bien gérer sa famille, notamment le nombre d'enfants, parce que c'est beaucoup de charges avoir des enfants. Oui, effectivement, il faut beaucoup communiquer sur la thématique. Nous avons les structures de base, notamment les centres sociaux. Il faut que la population se rapproche de ces centres sociaux pour savoir ce qui s'y passe, ce qui s'y fait. Et là-bas, nous avons les formations, comment on appelle, les communications sur le planning familial. Et donc, ces genres d'activités se mènent dans les centres sociaux, dans nos structures de base. Et nous avons ces structures de base sur toute l'étendue du territoire national. À Abidjan, nous les avons dans les CSE, les complexes socio-éducatifs, qui sont dans chacune des communes d'Abidjan. Donc, nous en avons 10, on va dire même 11, parce qu'à Diamé, il y en a 2. Et en région, nous avons ces complexes, ces structures de base. Donc, dans chacune des régions, des 31 régions, nous avons les structures de base pour la prise en charge des familles. Donc, en fonction des préoccupations qui sont exprimées par les familles, nous les orientons vers les solutions les plus appropriées voilà, à mettre en œuvre. D'accord. En tout cas, le ministère est disponible pour les Ivoiriens et répond aux besoins des Ivoiriens, en l'occurrence les Ivoiriennes. Je me tourne vers vous, Afoué Thérèse. Vous disiez tout à l'heure que vous avez pris en charge les orphelins de votre frère. De quoi vous-même vous vivez? Quelle est votre activité aujourd'hui? Bon, mon activité, c'est je vends les fins de série. Je suis sac à main, les vêtements importés. Je viens de l'Italie et je vends, c'est ce que je vends. D'accord. Mais comment vous arrivez à... Est-ce que vous-même vous avez des enfants, mais comment vous arrivez aussi à prendre soin des 7 orphelins de votre frère? Comment vous arrivez à vous en sortir? Bon,
je fais Et avec. vous êtes seul ou bien vous avez d'autres membres de la famille aussi qui mettent la main à la poche? Personne. Et les autres? Les autres membres de la famille? Lesquels autres? Personne. Quand je dis personne, c'est personne. Il n'y a personne au fait? Personne. 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 Elle-même, elle sait. Personne. Alors, moi, je veux savoir, quand vous dites personne, il n'y a personne pour... Les autres ont démissionné, ils sont là, Oui. ils ont démissionné, ou bien il n'y a personne même Il n'y en a pas. Elle vient de perdre sa mère, même ça fait, je crois, 3 semaines ou bien un mois. Et son père est décédé, ça fait 4 ans. Et alors, bon, elle a 2 sœurs aussi. Je vais peut-être poser la question du docteur Philo autrement. Oui. Vous avez combien d'autres frères et sœurs? Bon, j'ai des frères et sœurs, bon, les frères et sœurs, mais ils sont dans, chacun chez lui. Vous en avez combien? Bon, il y a Madeleine, Marcel, bon. Les demi-frères, demi-sœurs, il y en a tellement que c'est difficile de chacun dans son chacun. D'accord, donc vous êtes la seule. Je ne peux pas regarder ces enfants mourir de faim, en train de... Les maladies par-ci, donc je ne peux pas. Je ne peux pas dire, bon, puisque les autres ne font pas, moi aussi je ne vais pas faire. Il faut que je m'engage, même si je n'en ai pas. Alors, tout à l'heure, Madame Akisirose a soulevé un point. Vous avez dit que votre mari est décédé, il a été empoisonné. Il aurait été empoisonné, c'est cela? Oui, oui. Qu'est-ce qui permet de l'attester? Dans quelles conditions sa mort est intervenue? Bon, moi, ce jour-là, j'étais au village, je suis allée faire l'enterrement de mon cousin à Dimoko. Et il y a une maman qui m'a appelée et dit, ah, ma fille, tu es où? Je dis, non, je suis au village à Dimoko, je suis venue faire l'enterrement. Elle dit, il y a ton petit frère aussi, qui a été empoisonné dans la nuit. J'ai dit, mais comment ça? Comment? Il me dit qu'il est sorti avec ses amis pour aller prendre le vin, le petit vin en carton, le vin, sale vin, vilain là. Donc, ils ont injecté et ce n'était même pas destiné à lui-même. Comme ce n'était pas lui. Comment on sait tout ça, qu'il y a eu une injection dedans, etc. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées? Oui, ça a été expliqué par lui-même, ses amis qui étaient dans le cabaret ou bien le maquis. Là. Il était ensemble avec eux. Donc, l'autre l'a appelé, il dit, allons, on va aller prendre un pot. Il dit, bon, allons-y. Bon, entre-temps, il y a 2 messieurs qui sont dans le village voisin, qui sont venus les chercher. Oh, ils ont eu problème avec, ils étaient en conflit avec l'ami de mon petit frère. Donc, c'est pour lui qu'ils sont venus. Entre-temps, la boisson était déjà injectée par, je ne sais pas si c'est bidécanimène ou bien si c'est de quoi, d'acide. Donc, quand l'autre a bu, il est en train d'agoniser, la tête abaissée, et mon petit frère quitte là-bas, il vient, il dit, mais Mojo, tu es en train de dormir ou bien quoi? Bon, lève-toi, je vais t'accompagner à la maison. Au lieu de chercher à comprendre, il dit, bon, le verre là, je vais prendre. Donc, lui, il prend. Et alors, les deux se suivaient, ils sont en train d'agoniser. Et l'autre accompagné, il est rentré, tombé. Et mon petit frère aussi est rentré. Comme madame était là, il dit, mais il y a quoi? Ça ne va pas? Il dit, amène-moi à l'hôpital. Ça ne va pas, amène-moi à l'hôpital. Sur le champ, ça a été comme ça. Donc, ils m'ont appelé pour dire que mon petit frère était en train d'agoniser. Dans la voiture, pour aller à Tia-Salé, c'est là qu'il a rendu l'âme. C'est vraiment une histoire triste, hein, docteur Philo, monsieur le représentant. C'est courant aujourd'hui aussi à Abidjan, ces cas d'empoisonnement qui n'en finissent pas. On va prendre un verre avec des amis et finalement on se retrouve entre 4 planches. C'est dommage, c'est dommage. Et c'est l'occasion d'interpeller la jeunesse. Il faut faire très très attention, surtout nos fréquentations. On le dit chaque fois quand vous allez dans un maquis, faites attention à votre verre, levez-vous avec votre verre. Bon, c'est vrai que votre jeune frère n'est plus, mais quand même, venir là, vous trouvez quelqu'un en train de dormir, prendre la boisson devant lui, boire la boisson. Tu ne sais pas, tu ne te poses pas de questions. Bon, c'est arrivé, mais c'est une manière d'interpeller les jeunes. Vous êtes nombreux dans ce studio. Même quand vous allez, il faut généralement opter pour les canettes. Voilà, vous levez avec, parce que c'est vilain sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, il y a 2 empoisonnements. Chaque semaine à Abidjan. Donc, faites très très attention. Je ne sais pas comment ça se passe. J'ai envie de demander à madame, est-ce que votre mari, je vais dire, c'est vrai que le poison ne lui était pas destiné, mais est-ce qu'il avait l'habitude de sortir aller boire, Yves, chaque fois, puis il rentrait sous lui à la maison? Non, il n'avait pas l'habitude de sortir. Il ne sortait pas. C'était son premier jour de sortie, c'est ça, il a eu l'acide. Vous étiez marié légalement? Vous étiez marié légalement ou c'est juste à la coutume? Vous étiez en concubinage? Non.
Donc, vous n'étiez pas mariés légalement? D'accord, mais vous avez vécu ensemble combien de temps? Je suppose que si vous avez fait cet enfant, c'est que vous avez quand même vécu ensemble longtemps? Il y a longtemps. Longtemps? Donc, le premier a 20 ans. Donc, si le premier a 20 ans, c'est que vous avez vécu combien d'années? 30 ans ensemble? Un peu plus? 30 ans avec lui. Alors, vous avez quel âge, vous? Ça ne va pas 30 ans. Pardon, combien? Pas de 30 ans. Près de 30 ans. J'étais en concubinage. C'est là qu'ils ont eu le premier. Bon, après, quand j'ai donné le terrain, parce que l'autre, la femme était chez ses parents. Et le monsieur aussi, bon, il était dans les Valval. C'est dans ça que j'ai pris le terrain, j'ai dit, bon, restez ensemble. Et il a fait ce cagibi, la terre, maison en terre, là. Puis, ils sont restés ensemble et puis ils ont commencé à faire. D'accord, mais j'aimerais quand même tout de même savoir, c'est vrai qu'il Non, c'est entre 18 et 19 ans, même 22 ans, juste 22 ans, voilà. Qui sont ensemble? Ils sont ensemble, oui. D'accord. J'aimerais tout de même savoir, c'est vrai qu'il n'est plus vivant, mais quand il était vivant, quel genre d'époux il était? Est-ce qu'il prenait soin des enfants, malgré le fait que vous n'ayez pas assez de moyens, mais est-ce qu'il était au quotidien présent auprès de vous et auprès des enfants? C'est sa grande soeur qui s'occupait de lui. Donc, malgré tout ça, c'est quand même vous qui vous occupiez de toute la famille, en fait. Mais madame, excusez-nous, de son vivant, c'est sa grande soeur qui s'occupait de lui. Vous êtes sa femme. Bon, souvent, vous ne lui posez pas des questions, vraiment. Vous faites, excusez-moi, mais je suis le représentant d'un ministère très sérieux quand même. Et oui, mais je vous en prie au plaisir. Hein. Donc, mais pour continuer à faire des enfants, il n'y a pas de moyens, vous faites des enfants. Vous faites des enfants. Qui demandait à faire? C'était lui, mais c'est vous-même là. Vous ne vous contrôlez pas, vous faites des enfants. C'est lui. En fait, on essaie de trouver, en même temps, sensibiliser, parler aux gens. Voilà, cette émission fait... On essaie de voir, parce docteur. En fait, c'est le lieu d'appeler à la responsabilité des populations. Oui. Dans leur comportement, dans leurs attitudes, parce que vous ne pouvez pas constituer une famille, faire des enfants et faire porter la charge à la sœur, tout en ayant conscience de cela et continuer à faire des enfants jusqu'à 7, ben, quelque part, on se demande si voilà, on est vraiment responsable. Comme dit une célèbre chanson, ils sont déjà nés et il faut bien s'en occuper. Avec votre permission, Monsieur le ministre, je vais demander si vous pouvez regarder si les Ivoiriens qui vous parlent directement à travers le QR code. Et je rappelle que vous pouvez participer à cette émission à travers le QR code et donc poser vos questions à nos invités. Et les messages viennent. Alors, il y a, excusez-moi, hein, il y a Kara de la Côte d'Ivoire qui... Bon, c'est des messages d'encouragement généralement que vous avez ici, avec travers le QR code. Mais il y a un message de Landry de la Côte d'Ivoire qui dit « Madame, avez-vous essayé de convoquer une réunion de famille avec vos autres frères afin d'essayer de trouver une solution ?» Oui, plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils avancent? Bon, quand je dis, il dit, la grande soeur, j'ai compris. Je dis, bon, je viens la chercher, je l'amène à l'hôpital, ils vont lui faire les injections. Il dit, oui, j'ai compris. Quand je viens, soit je viens quand elle accouche, dans le même mois, dans 3 ou 4 mois, je viens trouver qu'elle est encore dans grossesse. La dame? Grossesse, oui, bébé, grossesse. C'est comme ça. Et vous ne parlez pas à votre frère d'arrêter de faire des enfants? Si, c'est ce que je dis. Chaque fois, je lui dis, arrête de faire les enfants. Puis elle vient de dire qu'elle ne sort pas. Le monsieur ne sort pas. Il n'y a pas de distraction. Elle vous a dit qu'il ne sort pas. Il est toujours à la maison. C'est sa seule distraction, quelque part. C'est tout. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez essayé de lui proposer... Tous les jours. D'utiliser, d'appliquer des méthodes de contraception? Ils disent qu'ils ne connaissent pas tout cela. Ils disent qu'ils ne connaissent pas ça. C'est protéger ou bien aller faire les vaccins pour planning familial. Ils disent non que... Je reviens à la question du docteur Philo. Oui. Est-ce qu'il y a eu une réunion familiale pour essayer de prendre soin de la famille de votre défunt frère? Est-ce que vous avez pu réunir tout le monde pour essayer de trouver des solutions? Avant, bien entendu, de venir à ce midi, on suppose que vous avez essayé d'autres solutions. Qu'est-ce qui a été fait? Pour avoir les autres familles. Voilà, pour prendre soin de la famille de
de votre frère. Je vais dire à qui? Et même ils savent déjà depuis longtemps que c'est moi qui m'occupe. Je vais expliquer à qui. Lui-même, sa mère, qu'après vente là, c'est 5 000 francs. Les décembre, c'est 5 000 donne à cette femme. Elle pleure. Des fois, elle va dans les champs des cafés, dans les champs des, comme on appelle, les palmiers, pour charger bagages, qu'on lui donne un peu. Elle vient souvenir aux besoins de ses enfants. Elle m'appelle, je dis, bon, écoute, attends, dans cette semaine, je n'ai pas encore fini de placer mes choses. On ne m'a pas encore donné. La personne qui est là que je vais expliquer, elle-même, elle est dedans. La maman du monsieur, de mon petit frère. Après vendre du cacao, c'est 5 000 francs donne. Toujours elle pleure. C'est à elle que je vais aller lui dire, bon, écoute, je vais faire ceci. Elle-même, je m'occupe aussi d'elle. En tout cas, on sent beaucoup de peine. Et à travers vos propos, je voulais quand même qu'on vous encourage parce que vous êtes venus sur le plateau, non pas pour vous, non pas pour demander à ceux qu'on vous êtes vous, mais demander à ceux qu'on aide votre frère. Et ça, je pense que c'est le public. C'est vraiment pas facile, c'est pas facile. J'aimerais juste, on parle depuis tout à l'heure des enfants. Le premier, vous avez dit, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille qui a 20 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont scolarisés? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Pour lui, actuellement, on dit quoi? Les piscites ou bien quoi? Là, les 3 roues. C'est ce qu'il conduit. Il dit c'est ce qu'il veut faire. Bon, je n'ai pas l'argent pour payer piscite pour donner. Donc, il se débrouille avec ses amis. Donc, si on lui donne soit 5 000 ou 3 000, il vient, il donne 1 000 francs à sa maman et puis lui, il empoche le reste. D'accord. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Bon, les autres sont livrés à eux-mêmes, ils sont là. Ils ne vont pas à l'école? Depuis l'année passée, je n'ai pas pu. Mais moi-même, mon fond même là, il n'y a plus rien. Vous-même, vous avez combien d'enfants? Je n'ai qu'un seul. Elle a sa vie. D'accord. Oui, elle est mariée, elle a ses enfants. Donc, c'est mon seul enfant qui est avec moi. Le 3e qui est chez moi. Je me tourne vers vous, docteur Honoré Kwame. On sait que l'éducation est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Là, on a des Ivoiriens qui ne sont pas scolarisés. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont prévus dans le cadre de vos fonctions? Effectivement, au niveau du ministère, il y a des dispositifs qui sont prévus. Nous avons une direction chargée de la protection de l'enfant. Et nous avons des structures d'accueil et de placement des enfants. En pareille situation, quand la famille, le parent ou la parente est dans les capacités de scolariser les enfants, nous pouvons placer les enfants dans les structures d'accueil en fonction de l'âge, bien sûr, parce que parfois on a affaire à des nourrissons. Donc nous avons les pouponnières, des nourrissons que les parents n'arrivent même pas à alimenter. Donc nous avons les pouponnières pour la prise en charge pour les enfants un peu plus grands qui sont en âge d'aller à l'école. Si ce sont des garçons, nous avons l'orphelinat de Bécherville et l'orphelinat de Bassam pour les filles. D'accord. Et donc, nous faisons ces propositions-là aux parents pour les soulager de façon provisoire le temps que le parent arrive à se retrouver. D'accord. Mais là, concrètement, pour les enfants de notre invité, Rosa Kissi, qu'est-ce que le ministère peut faire pour au moins déjà les scolariser, soutenir leur scolarité? C'est la même proposition que nous pouvons faire. Si la maman est d'accord pour que ses enfants soient placés dans des structures d'accueil, nous allons voir ça. Mais c'est quand même difficile, émotionnellement parlant, de se dire nous faisons qu'on ne peut pas... que la proposition, mais c'est à la maman de prendre la décision. Alors qu'en dehors de cela, il n'y a pas d'autres dispositifs qui permettent de soutenir, peut-être d'avoir une petite aide pour pouvoir soutenir la scolarité des enfants. Là, on ne parle même pas de fait de manger, de se vêtir. Là, on parle de la scolarité qui est quand même un élément primordial de la Côte d'Ivoire. Si les enfants sont placés en structure d'accueil, il faut savoir que toutes les conditions sont réunies. Il y a la scolarisation, bien sûr, les enfants vont continuer d'aller à l'école, mais ils seront dans un minimum de conditions. Ils vont manger, ils vont... Je comprends bien, je sais que vous faites vraiment au mieux, mais je ne suis pas une mère, mais j'imagine une maman. C'est difficile de se dire qu'on est vivant, le papa est déjà parti, ils n'ont plus que leur maman et leur tante, de se dire qu'ils vont s'en séparer
pour être placés parce qu'ils n'arrivent pas à les scolariser? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être d'autres façons de voir, en les laissant auprès de leur famille, éventuellement Malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que le ministère ne dispose pas d'une ligne budgétaire pour un accompagnement financier. Nous avons des structures d'accueil. Et c'est vrai qu'il va y avoir une séparation, mais ce n'est pas une séparation définitive. La maman reste en contact avec les enfants. La maman peut aller voir les enfants là où ils sont placés. Pendant les vacances scolaires, les enfants peuvent retrouver leur maman à la maison. Et donc, ce n'est pas une rupture définitive ou une séparation définitive. Je vais juste demander, me tourner vers vous, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir pour pouvoir scolariser les enfants? Est-ce que vous accepteriez que le ministère les prenne et les place dans une famille d'accueil le temps qu'ils soient scolarisés? Ça vous soulagerait financièrement? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez accepter en tant que maman? Oui, on ne peut pas accepter. Bon. J'aimerais qu'on entende bien. Donc, vous seriez d'accord d'accepter cette main tendue du ministère de pouvoir placer vos enfants? C'est bien cela? Oui. Bon, alors avec ces mêmes applaudissements, nous allons aller à la pub. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit Internet de 50 mégabits par seconde à 15 000 francs CFA, plus 120 minutes d'appel fixe, 240 minutes d'appel, plus 4 gigas d'Internet mobile après paiement de la facture. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès Internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. De retour sur le plateau de ce midi et je rappelle que nous avons à l'affiche le thème suivant. Ne pouvons plus continuer à prendre en charge les 7 orphelins de son frère défunt. Afoué espère l'aide des autorités et nous avons eu le plaisir d'avoir une première piste de solution par ce que vous avez proposé à notre invité. Mais j'aimerais me retourner vers vous pour que nous comprenions bien. Ça veut dire que, Madame Rosa Kissi, vos enfants, vous n'allez pas les avoir à la maison. Ils vont être pris, ils vont être placés dans une autre famille et ils vont être... Enfin, pas une famille. Enfin, dans une autre structure d'accueil, exactement. Et donc, vous n'allez pas les voir tous les jours, les voir se lever le matin, etc. Mais est-ce que vous êtes prête à consentir à ce sacrifice pour que vos enfants puissent être scolarisés? C'est d'accord. Et je me tourne aussi également vers vous. Est-ce que cette solution vous conviendrait? Bon, ce que je voulais dire, si les enfants peuvent rester auprès pour que, au moins, vous pouvez m'aider pour qu'on... Parce qu'il y a un qui était très têtu. Très têtu. Lui, il a quel âge? Bon, celui qui est têtu, c'est Assalé. Il a quel âge? On a dit quel âge? Bah, toi-même, tu fais tes enfants, tu ne connais pas l'âge. Il a quel âge? C'est le deuxième, le troisième? C'est le troisième, là. Le troisième. Donc, si le premier a 20 ans, on peut dire que c'est un adolescent, c'est ça? D'accord. Donc, moi, ce que je veux voulu que les enfants restent avec les mamans, pour qu'au moins je suis de près. D'accord. Donc là... Tant que la mère qu'elle a accepté, bon, je ne sais pas le reste. Mais vous êtes en charge de la famille, je pense que c'est aussi une décision que vous devez prendre ensemble. C'est vrai qu'on est là sur le plateau, ce sont vos vies qui sont concernées. Nous, on est là simplement pour être des intermédiaires. Donc ça, c'est la solution qui a été proposée pour l'instant par le ministère. Donc, on a et il faudrait voir... parce que c'est l'intérêt de l'enfant qu'il faut mettre en avant. Moi, je peux me déplacer facilement. Si je ne suis pas en déplacement, je peux aller les voir. Mais elle ne connaît pas. Moi, je peux aller les voir, où ils vont les placer, je peux aller les rendre visite au fur et à mesure. De toute façon, ils ne seront pas seuls, il y a d'autres enfants qui sont déjà dans ce cas. Il y a d'autres enfants qui sont déjà placés dans ces structures. Et ça se passe bien, comment ça se passe? Bien sûr, ça se passe bien. Nous, notre souhait au niveau du ministère, quand nous procédons au placement des enfants dans les établissements de placement ou d'accueil, c'est de laisser le temps aux parents de se retrouver, de se reprendre. Nous, on est heureux quand, après un temps de placement... Non, ce n'est pas définitif. Voilà, après un temps de placement, que le parent arrive vous dit « Ah, maintenant, je me retrouve, je fais telle activité qui me permet de prendre en charge mes enfants, de les scolariser, de louer une maison décente pour toute la famille. Parce que, quoi qu'on dise, la chaleur familiale et tout, c'est important. C'est important. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que nous faisons cette proposition. Toujours est-il que la décision finale revient aux parents.
Donc, nous, on fait la proposition. C'est aux parents de se concerter pour prendre la décision finale qui nous permet de nous engager. Alors, vous parliez tout à l'heure d'activité. Justement, est-ce qu'au niveau du ministère, vous avez éventuellement des dispositifs qui permettent de soutenir des femmes qui sont dans la situation de notre invité, éventuellement de leur donner, de pouvoir amener des activités génératrices de revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins? Parce que, comme on le dit, vaut mieux vous apprendre à pêcher plutôt que de vous donner un poisson. Est-ce que vous avez des dispositifs qui permettent d'aider à tenir sur le long terme, de façon autonome? Effectivement, il faut voir la question sous deux angles. Il y a l'aspect de la protection des enfants et puis il y a l'autre aspect autonomisation de la femme. De la femme. Et donc, nous avons des dispositifs à tous les niveaux. Mais déjà, il faut chercher à savoir si la parente, la maman a un minimum de compétences pour pouvoir mettre en œuvre des AG, des activités génératrices de revenus. Voilà. Parce qu'on ne va pas décider à sa place, on ne va pas lui imposer une activité. Mais il faut qu'elle nous démontre sa capacité à mener une activité. En ce moment-là, il y a des dispositifs qui sont prévus et qui sont disponibles. Nous avons le Fonds Femmes, le fonds de développement pour les femmes. C'est un fonds pour lequel elle peut candidater en fonction de ce qu'elle veut faire. Au fait, donc, on peut l'accompagner dans ce sens. Il y a même le FAFSI qui existe aussi, qui accompagne les femmes dans ce sens. Chers collègues, au fait, ce que je veux dire, c'est que, au fait, la maman, elle n'est pas aussi dans cette situation trop alarmante aussi. Il y a un souci aussi au niveau de la famille. Il y a ce point-là qu'on n'a pas. Son défunt mari, il y a une plantation. C'est parce que les gens gèrent mal la plantation qu'on lui donne 5 000. C'est-à-dire qu'au niveau de la famille même, il y a un souci. Donc, l'État, je l'ai dit, l'État même est derrière notre État. L'État aussi parfois fatigué. Souvent, vous êtes fatigué. Alors, voilà. Avant d'évoluer, d'aller un peu plus loin, je vais juste me tourner vers vous. Vous avez aujourd'hui le privilège d'être devant le représentant du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, qui a des dispositifs d'aide. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous savez faire de manière à ce qu'eux, ils viennent vous soutenir pour que vous puissiez aider sur le long terme, que ce soit vous, Rosa Kissi, ou vous, Afoué Kwasi? D'accord, ok. Bon, comme je le dis, en tant qu'une commerçante, je lui avais proposé un magasin parce que sur le terrain, ma parcelle, il y a un coin où je voulais construire un magasin pour elle, pour qu'elle vende des mèches. Et je prends les choses à Abidjan ici pour aller mettre dedans. Un genre de magasin, habits des enfants pour les grandes personnes, pour les jeunes filles, pour qu'elles vendent. Elle les pommades, un peu de tout. Pour qu'elle puisse vendre ça. Et c'est ce qui marche là-bas. Je voulais faire un restaurant. Elle-même m'a dit, restaurant, ils viennent manger, ils ne vont pas payer. Bon, donc, c'est le restaurant, je vais construire sur une partie du terrain là. Donc, c'est sur ça, on s'est arrêté. Donc, montez un dossier, ficelez-le bien et présentez-le aux représentants du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui est présent sur notre plateau pour trouver des solutions ensemble. Il n'y a pas que chez nous que des dispositifs existent pour accompagner les... Mais comme c'est vous qui êtes aujourd'hui... Non, en fait, je veux donner une orientation pour dire qu'il y a le ministère de la Solidarité aussi par rapport aux projets filets sociaux productifs. Bon, ils vont vous envoyer, vous transmettez ça au ministère de la Solidarité. Voilà. Ben, écoutez, moi je propose qu'on parte pour l'état des lieux. Ben oui, avec votre permission? Avec notre permission, nous on représente l'État et vous faites l'état des lieux. Voilà, l'état et des lieux, on y va pour l'état des lieux. Laurent Mouti, état des lieux. Alors moi, je fais pour cet état des lieux un focus sur les veuves, parce que c'est quelque chose d'assez important. On a des femmes qui sont veuves et qui ne s'en sortent vraiment pas, donc ça bouleverse totalement leur vie. Le 23 juin marque la journée internationale de la veuve et de l'orphelin. Et c'est l'occasion, de façon anticipée, de mettre en lumière les conditions de vie des veuves et des orphelins qui font trop souvent l'objet de discrimination
de rejet et même de maltraitance. En Afrique, l'expérience de veuvage est différente selon qu'on soit un homme ou une femme. Et d'ailleurs, ces dernières sont souvent injustement accusées d'être à l'origine du décès de leur conjoint. Dieu merci, ce n'est pas le cas de notre invité. Je vais faire état de quelques chiffres pertinents pour souligner l'urgence de la situation des veuves en Afrique. Selon la Banque mondiale, on compte plus de 258 millions de veuves à travers le monde. En Afrique, une femme sur 10 âgée de plus de 15 ans est veuve. À l'âge de 65 ans, il y a autant de veuves que de femmes mariées. Et puis, 80% des femmes âgées de 80 ans sont veuves, tout simplement. Nous n'avons malheureusement pas de statistiques précises pour la Côte d'Ivoire concernant les veuves, mais je suis sûr qu'autour de nous, on connaît tous forcément une femme qui est veuve et qui essaie de s'en sortir toute seule pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors, quelles sont les solutions? On en a parlé tout à l'heure sur le plateau. Moi, je vais peut-être en proposer d'autres. D'abord, sur le plan juridique, il y a des solutions. On a 2 conventions internationales qui garantissent les droits des veuves et des orphelins. Il y a la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, d'une part, et d'autre part, on a la Convention relative aux droits de l'enfant. Sur le plan national, maintenant, nous avons également 2 instruments. Il y a tout d'abord la loi numéro 2019-573 relative à la succession, qui accorde des droits à la veuve et à l'orphelin. Et nous avons ensuite la pension de conjoint survivant et d'orphelin qui est gérée par la CNPS et qui leur assure également un soutien financier sous certaines conditions, bien entendu. Nous avons aussi des solutions d'ordre institutionnel à travers les dispositifs d'aide et de prise en charge mis en place par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais nous avons aussi quelques fonds nationaux qui sont destinés à l'autonomisation de la femme, tels que le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFCI, qui est doté tout de même d'un budget de 12 milliards de francs CFA. Et puis on a aussi la société civile qui s'organise à travers plusieurs ONG qui viennent en soutien aux veuves et aux orphelins. En termes d'infos utiles, elles vont s'afficher sur votre écran. Vous pouvez contacter la CNPS au numéro qui s'affiche. Vous avez le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le numéro s'affiche également. Et puis, vous pouvez contacter de façon gratuite le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant au 143, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, donc pour finir, je vais simplement faire utile en rappelant que le président de la République a placé son mandat sous le signe de la Côte d'Ivoire solidaire et il a pris le soin de souligner qu'aucun Ivoirien ne sera oublié. Je me réjouis, madame, que les autorités compétentes ne manqueront pas de traduire en actes en votre faveur cette vision louable du président de la République pour une Côte d'Ivoire solidaire. Alors, notre émission se poursuit et nous allons tout de suite retrouver Carole Kouassi. Je suis présentement à Marcory, à Numombo, en compagnie de Madame Soro Solange. Souvenez-vous, c'est cette brave dame qui est venue nous partager son quotidien avec sa fille de 20 ans qui est malheureusement atteinte de troubles psychiatriques. Donc, c'est un quotidien très difficile. C'est une mère qui n'arrive pas à joindre les 2 bouts parce que malheureusement, le père ne réagit pas de son côté, bien qu'il ait reconnu l'enfant. Donc, c'est une histoire qui nous a énormément touchés. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Soro Solange qui nous dira un peu plus sur l'après-émission. Madame Soro Solange, comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. D'accord, vous allez parler à haute voix? D'accord. D'accord, donc après l'émission, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez pu avoir une réponse favorable? Vraiment, après l'émission, j'ai eu des messages de confortation, vraiment j'ai eu des messages de prière. Je suis actuellement en contact avec une dame qui veut bien vraiment nous aider. Elle aussi, de son côté, n'a pas aussi tous les moyens qu'il faut. Mais elle essaye de vraiment m'aider, de me venir en aide. Elle m'aide pour entrer en contact avec le ministère de la Femme et aussi avec M. Hassan Ayek, qui est vraiment, on n'arrive pas vraiment à le jeune. C'est tout un processus. Le processus est long. Mais vraiment, avec la foi, avec la prière, on croit que tout ira bien. D'accord. Je viens encore ce matin relancer encore un cri de cœur. Vous dire vraiment, c'est difficile. Je reviens encore, je demande vraiment de l'aide à toute la nation ivoirienne, à tous ceux qui ont un cœur, qui ont la main sur le cœur, de venir en aide. À vraiment venir en aide à la petite. Elle en souffre, j'en souffre également. D'accord. Et brave comme vous êtes, moi j'en appelle à la bonne volonté, à la solidarité des Ivoiriens. Donc on compte sur vous et puis on espère que bientôt je reviendrai vous voir avec le sourire aux lèvres. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Carole pour ce retour d'émission. Donc merci beaucoup. Et c'est avec ce même sourire que nous allons pour notre deuxième respiration publicitaire. Chaque jour, nous sommes des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ».
Move Africa, un monde nouveau vous appelle. De retour sur le plateau de ce midi pour la dernière partie de notre émission et nous allons recevoir notre deuxième invitée surprise qui n'est ni plus ni moins que Madame Aminata Camara, épouse Koulibaly, que je vous invite à recevoir avec chaleur et applaudissements sur notre plateau. Donc vous êtes... Madame Koulibaly, vous êtes vice-présidente de la Fédération des albinos de Côte d'Ivoire. Vous êtes également présidente des femmes albinos de Côte d'Ivoire. Alors, quel est l'objet de votre présence sur notre plateau? Ok, merci monsieur. Merci de nous donner la chance de prendre la parole sur ce plateau. Nous sommes ici à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme qui a été décrétée par l'OMS et cela se célèbre à travers le monde chaque 13 juin de l'année. Et à cet effet, chez nous en Côte d'Ivoire, nous avons prévu des célébrations qui vont s'étendre sur 3 jours. Déjà demain, du côté de Port-Boué, au centre pilote de Port-Boué, voilà, nous invitons tous nos frères et sœurs albinos à la célébration festive de notre journée. Et le 16 juin, voilà, nous serons du côté du siège du CNDH pour une journée de plaidoyer, purement plaidoyer. Nous allons pleurer auprès de nos autorités pour qu'ils se souviennent de nous, car les albinos vivent une situation très difficile à travers le monde et notamment en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut dire que les albinos ont de nombreux problèmes et nous souhaiterons avoir les autorités auprès de nous pour nous soutenir. Et le 3e jour, nous serons le 23 juin du côté de Bouaké pour célébrer avec tous nos frères et sœurs albinos du côté de l'intérieur du pays. Voilà. Mais même si on n'est pas albinos, on peut venir. Oui, nous invitons toute personne, toute bonne volonté, tous ceux qui aiment les albinos, tous parents d'albinos et toutes les autorités, tout le monde est invité. Et venez vous amuser avec nous. Merci beaucoup, nous vous soutenons. Et c'est dans la même chaleur que nous accompagnons notre invité. Et je veux prendre le soin justement de saluer notre public. Nous avons dans le public la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, la FAO-BACI, que nous applaudissons. Merci d'être présent avec nous. Le responsable est M. Ibo Guirolan et la vice-présidente est Mme Camara Aminata. Je profite également pour saluer notre chaleureux public, l'Institut international des affaires en entrepreneuriat, le groupe 2IAE de Cocody Yopougon et Azaguié. Bienvenue. Les responsables sont Miss Fofana et M. Dianda. Donc, vous organisez votre journée de l'entrepreneuriat dédiée à la présentation des projets de fin de cycle des étudiants de la 2e année prévue pour le 18 juin 2022 à l'Université de l'entrepreneuriat d'Azaguié à partir de 10h. Bienvenue à ce midi et merci de nous accompagner chaleureusement. Je propose de retrouver tout de suite, sans plus tarder, tout droit, notre représentant de l'Ivoirien Nouveau. Son Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Écoutez, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre et au nom du gouvernement, l'hymne national que vous entendez, je voudrais que chaque Ivoirien puisse quand même avoir un cœur en or comme celui de cette dame que nous avons sur notre plateau. Vous savez, nous sommes en Afrique et nous avons un certain nombre de valeurs. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles certains membres de la famille refusent de s'occuper de la jeune maman. Mais je voudrais vous en remercier au nom de Monsieur le ministre, madame. Je voudrais aussi également remercier la représentante de madame la ministre Nassana Touré, qui est une sœur qui peut même me demander des audiences. Dites-lui que je vais la recevoir bientôt. Et interpeller les Ivoiriens, surtout sur le planning familial. Et que le gouvernement et les ministères en charge de la question s'accentuent sur la sensibilisation, le planning familial. Le planning familial, madame, vous voyez, là le problème c'est quoi? Il ne sort pas. Vous avez un mari qui ne sort pas. Dites-lui de sortir. C'est parce qu'il ne sort pas qu'il fait beaucoup d'enfants, qu'il aille travailler. Et c'est important. Et il faut... Et généralement, c'est ala lokadi, ala lokadi, ala lobadi, ala lobadi. Ani ala lobadi, ala be domini di abadomo là. C'est tout. Madame, moi c'est les gens de Moussa. Parce que parfois, on se met dans des situations bizarres, on dit non, le gouvernement est là, le gouvernement est là, le gouvernement est là. Mais attends, je dis l'État même est déjà dans notre état. Vous faites des enfants, vous dites ala lokadi. Aucun planning.
Je vois ici, les enfants sont comme ça. On dirait escalier et puis sur des mouvements. Il n'y a pas de. Ils doivent ballonner la malnutrition. Mais il faut penser. On ne fait pas des enfants parce qu'il faut en faire. Il faut penser à l'avenir de cet enfant. Je fais cet enfant-là, je le nourris comment? On ne va pas rester là pour dire on est africain, c'est Dieu qui nous. Dieu. Mon frère, au risque de me tuer, je voudrais interpeller. Et sinon, encore, vous envoyez une mission auprès de Madame la ministre de penser à aider cette jeune femme. Innocente. Si ce n'est pas la moyenne, elle ne peut même pas parler. Cette gosse, vraiment de placer son dossier dans le cas de dossiers urgents, brûlants. Et je voudrais aussi remercier la RTI pour la qualité de ces émissions. Monsieur le ministre est fier de vous. Je voudrais également réitérer toute ma reconnaissance envers tous les Ivoiriens et envers le ministre que je représente sur ce plateau, qui est le ministre de l'Ivoirien Nouveau. Et vous souhaitez une excellente fin d'émission. Nous vous remercions, monsieur le représentant du ministre de l'Ivoirien Nouveau. Et je me tourne vers vous pour vous donner le mot de fin. Nous avons vraiment tout mis en œuvre pour vous venir en aide à travers la présence de Dr Kwame qui représente le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et donc, je pense que vous allez poursuivre les échanges avec elle pour voir comment mettre en œuvre toutes les solutions qui vous ont été proposées. Je vous donne quand même un mot de fin, Madame Afoué-Thérèse. Bon. Que les jeunes dames ne tombent pas dans les mêmes pièges que ma belle-sœur. Et de deux aussi, ils n'ont qu'à faire pour Dieu, pour nous aider. Les enfants partent à l'école et aussi que je puisse continuer de m'occuper. Et que je puisse aussi la placer dans l'endroit où elle veut vendre là. Aidez-moi, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, tout a déjà été planifié pour ça. Vous allez pouvoir discuter de ça de façon détaillée. Et voilà, donc nous remercions en tous les cas. Je remercie à nouveau Madame Dr Kwame Honorine qui représente le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je remercie le chaleureux public qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci, monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, votre bravoure, votre amour, votre fidélité nous fait plaisir. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure à ce midi. Bye bye.